Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 25e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Avec moi, comme chaque semaine et pour la dernière de l'année au niveau des compétitions, j'ai Romain, @joc120. Ça va Romain, bon week-end? Salut Will, écoute, c'est toujours spécial, hein, le dernier week-end de la saison. Il y a une sorte de vide qui s'installe, mais en tout cas, vous, nos auditeurs, on va pas vous laisser dans le vide. On a prévu des épisodes de débrief, on a prévu les Oscars du saut. On va vous faire voter et on va se remémorer tous les moments importants de la saison et plein de petites idées pour occuper les mois à venir parce que il y a quand même plusieurs mois sans saut à ski, mais en attendant, on avait, j'allais me dire le week-end de Planitza, mais c'est même pas un week-end, puisque on a commencé les premiers sauts à regarder mercredi, donc ça faisait 5 jours de Planitza, donc on a plein de choses à raconter. Oui, en effet, on a eu d'abord des ouvreurs avec dès le mercredi, alors c'était prévu le matin et finalement ça a sauté l'après-midi. Tu vas nous débriefer puisque tu as regardé ça sur un stream qui avait été mis à disposition sur Instagram, je crois. Oui, c'est ça, il y avait l'organisation, donc qui n'était pas du coup télévisuelle, c'était le téléphone portable de Yarnaï Damian, mais en tout cas, c'était sympa de voir plus depuis la pente, les sauts des ouvreurs, c'est toujours un peu spectaculaire. Euh, mais ça n'a même pas pu aller à son bout. Et le mercredi, les Français, donc Laurent Mullet à l'heure et Mathéo Beau qui étaient présents, c'est ça la grande nouvelle en fait. C'est ça qui nous a mis un peu d'excitation pour ces ouvreurs. N'ont pas sauté mercredi, mais on a vu finalement, malheureusement, le plus long saut du week-end avec Ernest Prislik qui s'est envolé, cratérisé. En plus, la cratérisé, ça se portait bien son nom. Il a fait un trou dans la piste de réception, dans la neige molle, à 246,5, 247, c'est même pas sûr. On a aussi vu la grosse chute du week-end avec un jeune Slovène, là, Taj Ekart, qu'on voyait en OPA, qui a vraiment fait une, Ouais. une mauvaise chute et qui a mis fin justement à la manche des ouvreurs. Mais donc voilà, c'était un peu l'ouverture du week-end, un peu classique avec beaucoup de Slovènes, avec des pédigrés pas très glorieux, hein. Ils sont en fond de la classe en FIS Cup. euh, et ils ont le droit de sauter sur les tremplins de vol. Ça met un peu en écho avec ce qu'on peut dire et ce que dit la FIS sur la capacité des femmes à voler. Mais bon, dire, c'est pas le sujet du jour. Et donc, nos Français ont eu la chance, l'honneur et aussi, ils ont été bons tout simplement jeudi matin. D'abord, ils se sont envolés et c'est un symbole, tous les deux à 213,5 mètres sur leur premier saut. Donc, quand on sait à quel point ils sont inséparables, qu'ils font des podiums en team sprint de combiné, comment voilà, ils ont un vrai esprit tous les deux et comment ils sont amis. C'était génial qu'ils fassent la même distance. Et ils ont aussi été tous les deux ouvreurs de la qualification. Donc là, ils ont sauté depuis la manche de compétition. Et Laurent Mullet à l'heure, alors je suis plus tout à fait sûr, je crois qu'il a fait 191 mètres. Et Oui. il nous en a parlé là. Écoutez Laurent nous parler de ses sensations en haut de ce l'étal Nizza. Si tu veux, je m'attendais à quelque chose de dingue, mais, euh, mais en haut du tremplin, en voyant les premiers ouvreurs sauter, c'était encore plus dingue que ce que j'imaginais. J'imaginais vraiment pas quelque chose de fou comme ça. Oh, c'est un autre sport, tout est plus gros, tout est plus... C'est vrai que ça m'a mis un coup quand même, hein. Ça m'a mis un coup, il a fallu que je sois courageux et que le mental reprenne le dessus parce que sur le moment, ça m'a mis une claque. Et par contre, après, une fois que j'y étais, une fois que j'ai lâché la barre, là, il n'y avait plus de questions à se poser. Et j'ai fait un super premier saut d'entrée et c'est exactement ce qu'il faut faire au vol à ski. De toute façon, il faut pas faire un saut pour voir parce que ça pardonne pas.
faut faire les choses bien et tout de suite. Donc j'étais vraiment Donc satisfait. voilà, on avait un Laurent Muller-Thaler impressionné, mais à la hauteur. Et Matteo Bo aussi, depuis la même plateforme, a fait 209 mètres. Et il nous décrit dans sa petite intervention euh, ses sensations et ce saut extraordinaire. Ouais, bah du coup pour ma part, bah, c'est un peu pareil. Voilà, moi il y avait aussi beaucoup d'appréhension hier. On s'attendait à un truc de fou, bah, c'était encore 2 fois pire que le max qu'on pouvait s'attendre. Donc voilà, pour juste comprendre, faut juste le vivre, je pense. Et quand on dit que c'est des tremplins géants, c'est vraiment des tremplins géants. Et même après une saison où on est en surconfiance et on se sent bien, ça reste toujours des sauts impressionnants. Franchement, aujourd'hui, c'était un soulagement d'avoir pu vraiment s'exprimer pleinement et faire ce qu'on était capable de faire. Et vraiment, dans ce premier saut, c'était pas très bon à sauter, 2 mètres secondes devant de dos. Et avec le lot, on sort le saut au bon moment. Franchement, ça sort des tripes et on le fait ensemble, la même longueur. Et franchement, c'est des moments qui vont rester ouais, gravés dans notre vie et d'avoir pu le proposer. Voilà, au bon moment, on a eu 2 sauts, on était à l'heure, on était présent et c'était juste magique quoi. Donc, la petite cerise sur le gâteau pour moi, c'est qu'en plus, derrière mon deuxième saut, je le fais de la barre Coupe du Monde et je fais 209 mètres de la barre Coupe du Monde. Enfin, c'est juste incroyable. On a regardé aujourd'hui, je passais la qualif en saut spécial, quoi. Donc c'était que mon niveau de saut est vraiment bon et je me serais gavé. J'aurais passé les 200 mètres sur les 2 sauts et voilà, j'en garde un souvenir inoubliable. Parce qu'il faut savoir qu'avec son 209 mètres, depuis la competition gate, comme on dit, il se serait qualifié à l'épreuve du saut spécial. Donc c'est pas rien. Voilà, c'était les 2 sauts des Français à Planitza et comme on le sait, on n'avait pas d'autres Français engagés sur ce week-end. Donc le week-end des Français s'est arrêté jeudi matin, mais il était déjà beau. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça prouve, comme on l'a vu chez les jeunes, bah, que les sauteurs en combiné nordique sont avant tout des sauteurs spéciaux et que du coup, on ne fait pas ombrage à Enzo Milesi ou Mathis Contamine de dire qu'aujourd'hui, les meilleurs sauteurs français sont Laurent Mullethaler et Matteo Bo. Et donc, je trouve légitime qu'ils aient été ouvreurs de par leurs résultats et leurs sauts longs dans les épreuves de combiné sur grand tremplin. Donc, et on a vu qu'ils ont fait honneur à leur dossard. Alors, ils ne participeront jamais à une épreuve de compétition puisque ils ne changeront pas de sport, mais c'est mérité et du coup, ça a été 2 sauts magnifiques et je suis ravi pour eux qu'ils aient eu le droit de sauter comme l'a fait par exemple Ilka Erola ou on l'avait vu Jarl Magnus Rieber à Vikersund. Oui, c'est vrai qu'on peut. Alors, il y a 2 choses. Il y a la FIS qui envisageait la saison dernière d'introduire une épreuve en vol à ski de combiné. Euh, Moi, je serais pour l'excitation de voir une épreuve de vol à ski de plus. On va voir ce que ça donne. Les congrès de la FIS, c'est toujours au printemps. Pourquoi pas la saison prochaine? Et sur Planitza, c'est vrai qu'on peut regretter un peu la réglementation actuelle qui oblige à avoir des points en Coupe continentale pour pouvoir s'inscrire du coup, sur une épreuve de Coupe du Monde. Par exemple, ça pourrait être ça sympa si c'était assoupli pour les par équipes. On avait vu il y a quelques années des combinés déjà français vers 2008-2009. Là, par exemple, s'il y avait un par équipe samedi, pourquoi pas justement Enzo Milesi, Mathis Contamine et Matteo et Laurent Mulet à l'heure, ça aurait été sympa, quoi. On aurait pu avoir 4 Français et puis bah, justement, ils se seraient aussi logés dans une épreuve Coupe du Monde, mais on comprend qu'ils soient pas dans des épreuves classiques, mais dans un par équipe, pourquoi pas, quoi, introduire la possibilité au combiné de sauter. Donc voilà pour les sauts alors les sauts d'ouverture, on va dire, hein, puisque ce ne sont pas des sauts d'entraînement. Ensuite, les sauteurs spéciaux sont arrivés sur site et ont sauté le jeudi avec 2 sauts d'entraînement très très matinaux. On a commencé à 8 heures et ça a permis de commencer à jauger les favoris du week-end. Le premier saut d'entraînement a été gagné par Alvor Egner Granerud qui a sauté 232
1,5 mètres. Alors, c'était pas la distance la plus longue de ce premier saut d'entraînement, puisque Félix Hoffmann avait sauté 235 mètres, mais 3 plateformes plus haut. Et le deuxième saut d'entraînement a été lui gagné par Stefan Kraft avec 230 mètres. Et la meilleure distance par Anche Lanišek, 237 mètres, mais avec 2 plateformes supérieures. Donc déjà, premier saut d'entraînement, on a des sauts le plus long, 237 mètres, un matin, plutôt sur un air. Enfin, il n'a pas fait beau, hein, globalement, ce week-end à Planissa. Hein. Oui, c'était pas le grand beau qu'on a parfois, mais en regardant les prévisions, et c'est ça toute la subtilité du temps, regarder un pictogramme d'une prévision 2 jours avant ou 3 jours avant sur un site, et ben ça donne pas la réalité parce qu'on a quand même eu plus de soleil qu'on pouvait s'y attendre, et ça a permis quand même d'avoir un peu plus de vent de face qu'on pouvait, donc ces fameux thermiques. Alors c'était pas le thermique idéal du grand beau temps anticyclonique, mais on a vu des belles choses grâce à ça. Et c'est vrai que dès jeudi, aussi avec la qualification, on a vu Lanišek, Zajc, Preutz, donc Domen Preutz, faire un triplé devant Kraft et Granerud seulement cinquième. On a tout de suite eu finalement les forces en présence qu'on a eu tout le week-end. Jan Earl, même sixième dès la qualif. Finalement, on a retrouvé tout le temps les mêmes sauteurs devant. Oui, on a retrouvé ces sauteurs qui sont aussi devant au globe de vol à ski, hein, donc les 5 dont tu as parlé. Et d'ailleurs, juste après la qualif, je t'avais montré mon petit tableau où on voyait que ces 5 sauteurs-là mettaient quasiment 5 mètres de moyenne aux autres. Alors, ça se voit pas trop dans la liste de résultats, mais c'est des sauteurs qui ont sauté entre une et deux plateformes plus basses. Donc sur la qualif, comme tu l'as dit, victoire de Lanišek. Néanmoins, la plus longue distance est attribuée à Timi Zajc avec 241,5. Timi Zajc perd 7 points sur la posée, termine 5 points derrière Lanišek au résultat, puisqu'ils ont eu un vent à peu près similaire. Donc Timi Zajc, ça a un peu lui aussi, je pense, dicté son week-end d'avoir perdu cette qualification sur la posée. Et je crois Et on en que reparlera plus tard, puisque voilà, tu as un ça a coup de été gueule sur mais c'est vrai Zajc. que mais voilà, c'est vrai que ça a été déterminant, sa qualif, donc sa posée difficile, légèrement au-delà du HS, a eu un rôle déterminant. On aurait dû avoir l'épreuve du coup liée à cette qualif, on aurait dû l'avoir vendredi, mais on a eu un suspense insoutenable tout l'après-midi, mais le vent était trop fort, était de dos 4, 5 mètres secondes de côté. Et finalement, ça s'est joué, cette première épreuve officielle, samedi matin, seulement sur une manche. Et là, par contre, on a vraiment vu une belle épreuve régulière avec des compensations assez faibles. Et là, c'est Kraft qui s'est imposé devant Lanišek. Et quand même, petite surprise, Piotr Joua, quand il a réussi à sortir un saut sans trop bouger, il a réussi à monter sur le podium. Exactement. Alors, juste pour finir sur la qualification, il faut savoir que ce 241,5 de Zajc sera le saut le plus long en compétition. Alors non, il y a Lanišek qui a fait un 242 le dimanche, mais c'était de la 11. Donc Zajc avait fait un 241,5 de la 8. Donc on peut considérer que ce saut de qualification est le saut le plus long. Et d'ailleurs, de façon générale, puisqu'on est parti de la 8, et pareil, hein, l'Anisec 239 de la 8 au saut de qualif, il s'avère que la qualif aura été probablement l'endroit où si on avait donné un poil plus d'élan, on aurait pu battre notamment 245 mètres. Et en effet, quand on revient à la compétition de samedi sur une manche, donc Stefan Kraft, je dirais une victoire méritée sur cette compétition, et un Piotr Joua qui sort son plus beau saut du week-end et de loin, hein, parce qu'on ne l'a pas revu, à part peut-être un 221 mètres en qualif. Le dimanche, il était un peu moins présent et je l'ai trouvé beaucoup chahuté dans les airs. Il a cette capacité à rétablir son mouvement, mais il était beaucoup moins zen qu'un Kraft ou un Lanišek qui, eux, ont été extrêmement bien notés. Et d'ailleurs, on en parlera, mais Kraft, pendant cette compétition du samedi, a eu 3,20 et donc un score de 59,5 qui lui a permis de remporter de 6 points devant Lanišek, ce qui fait à peu près 6 mètres sur grand tremplin. C'est ça, c'était une épreuve Voilà.
une épreuve limpide. C'était agréable, hein. Après, c'était la première épreuve qu'on voyait après l'Arty, donc c'était agréable d'avoir. C'est quoi? Il y a eu ouais, même 45 minutes, 44 minutes pour envoyer 40 sauteurs. Quand on sait que c'était les replays, tout ça, c'était très correct. On peut noter vendredi la 7e place de Grégor Deschanel. C'est sa meilleure place en carrière. Et surtout, enfin, moi, voilà, c'était un peu enfin, cette manche, elle a eu lieu à l'heure du saut d'essai. Et un peu le grand moment, quand même, samedi, c'était le par équipe, de par le casting, parce que la Slovénie en vol à ski joue toujours la victoire. Et aussi par le vent de face. On a eu vraiment là le vent de face qui s'est mis en place, surtout enfin, de façon crescendo, comme un week-end classique à Planica. On voit des compensations qui vont jusqu'à moins 22 points, donc 1,50 m de vent de face. Et là, on s'est régalé et on a commencé à voir aussi mon agacement monter. Mais on va d'abord parler du régal. Dans le Real, je pense, comme tu l'as dit, hein, c'est que c'était un concours dans des conditions qu'on aime de vent de face, avec donc des compensations entre 10 et 20, des équipes qui avaient aligné probablement les meilleurs sauteurs en vol, hein, en Norvège, hein, Bendik Egli, qui était dans le groupe numéro 2, est un des meilleurs sauteurs. Il a toujours très très bien sauté en vol, malgré son jeune âge. Il y avait peut-être que la Pologne, hein, à qui manquait toujours David Kubaski, et l'Allemagne qui avait aligné Félix Hoffmann plutôt que Konstantin Schmidt. Mais globalement, on attendait un match entre l'Autriche, la Slovénie, la Norvège. On parlera des deux premiers. C'est la Norvège qui termine troisième dans un concours où elle n'a jamais vraiment joué, en tout cas de mon point de vue, la victoire. C'est ça, le podium, elle gagne enfin, elle a plus de 100 points d'avance sur le quatrième, mais elle est, voilà, sans être extrêmement loin de la tête, à une 35 points, même pas. Euh, voilà, il jouait pas la victoire, et en fait, jusqu'au dernier saut, c'est la Slovénie qui jouait la victoire. On a eu un domaine Preutz dans le vent de face stratosphérique, euh, enfin sublime, quoi. Enfin, le bon domaine, quoi, le domaine du vent de face, 239,5, 240,5, des télémarques exceptionnelles. Et patatras, la Slovénie qui passe deuxième sur un dernier saut de l'Anisec, incompréhensible, quoi. 20 mètres plus court que tous ses autres sauts du week-end, en fait. Il fait 217 mètres. Je pense que c'est son seul saut en dessous des 235 mètres. Pour moi, c'est pas l'ANISEC qui fait que la Slovénie perd. Je suis d'accord avec toi sur le dernier saut parce que la Slovénie était en tête et on pensait qu'elle allait gagner. Mais quand tu regardes le fait que l'ANISEC, il a quand même sauté de la 7, il fait 239,5, il a sauté de la 9, il fait 217, mais un Lovrokos, il a sauté de la 11, il fait que 220, et de la 10, il fait 215, donc deux fois largement moins bien que l'ANISEC. C'est lui, en fait, hein, avec deux fois sixième, qui fait que la Slovénie perd. Il ne faut pas se tromper de cible. Non, je suis d'accord avec toi, arithmétiquement parlant, c'est lui et la mauvaise posée de Zajc aussi en première manche. Mais dans le déroulé de l'épreuve, Ansel Anisek, il avait un tout beat, je sais plus, à 222 ou 224 mètres quand il est sur la barre. Et il venait de nous faire entraînement, qualif et première manche que des sauts à 235 ou plus. Donc ça semblait une formalité. Et c'est là où je dis que c'est vrai que c'est cruel pour lui parce que c'est lui qui atterrit avant la ligne verte. Mais je suis d'accord avec toi que il y aurait eu Giga Jelar à la place de Lovrokos, la Slovénie aurait gagné aisément. Mais C'est Giga, là il où était encore malade samedi. Voilà. voilà, Giga Yellar était mal samedi. On verra que dimanche, il fait partie globalement des six meilleurs sauteurs du week-end et je pense que la Slovénie peut s'en vouloir. Ils auraient mis Gélard à la place de Kos. Côté Autriche, donc c'est l'Autriche qui l'emporte avec un Stefan Kraft vraiment au-dessus du lot, hein, mais largement, encore une fois, enfin, je veux dire, pour moi, si on prend juste les performances individuelles, on a Kraft, après on a Timi Zajc et après on a Granerud. Et Kraft, du coup, permet à l'Autriche de l'emporter. Et Bock et Earl, à leur niveau, mais un poil en dessous, je trouve, d'un Johansson ou même d'un Lanišek. Et puis on a Tchefening, que j'ai trouvé moins bon. Il était dans le groupe le plus facile, hein, tu l'avais dit.
Et c'est vrai qu'au vu de ses résultats en individuel, on aurait pu s'attendre un peu mieux que de Tchouafeni. Mais c'est ça qui fait la beauté de l'Autriche, c'est de ne pas faire de trous. Et du coup, quand tu n'as aucun sauteur qui fait en dessous de 195 points, hein, puisqu'on a du côté slovène Kos qui a fait 195, 180 et donc Lanisek 192, bah, tu les as là, les 6 points. Quoi. C'est un peu cette homogénéité, pas de saut stratosphérique hormis le 252 de Kraft, mais ça suffit pour l'emporter. Ah oui, 252 points, pardon. Parce que Ouais, justement, 252. mais Tu t'es dit, je l'ai pas vu passer celui-là. ouais, non, mais justement, c'est assez génial parce que sans le vouloir, tu viens de faire la transition. Samedi, il y avait du vent de face, soleil, donc c'était du vent thermique. Donc il y avait moins d'élan, donc il y avait moins de hauteur. C'était un par équipe. Le classement des équipes, le classement des nations, il est joué depuis longtemps. Donc c'était pas comme si il y avait un globe par équipe qui a son intérêt, on va dire, à se jouer. Ça aurait dû être un feu d'artifice. Ça aurait dû être l'extase totale. Et on a coach request de deux plateformes en première manche pour Zaïch. En plus, il trouve le moyen de pas bien se poser à 230 et demi, 2,5. On a coach request pour Kraft qui fait 235 et demi. Donc il aurait pu se poser à 200 quoi, 41, 42. Ouais, ouais, Zaïch, c'est il ça. aurait pu se poser à 42, 43. Je suis ressorti de cette épreuve frustré. Et alors, par rapport à ce qui se profilait le dimanche, c'était qu'un échauffement, mais dès là, je me suis dit, les coach requests, elles ont déjà pourri la partie rêve. Elles n'ont pas pourri la compétition, ça fait partie du règlement et elles ont, comment dire, voilà, elles ont leur raison d'un point de vue stratégique pour des beaux télémarques et tout. Mais le rêve de Planitza, c'est des épreuves, mais c'est aussi de voir des 245 mètres bien posés. On demande, là, il y avait le vent de face qui permettait que ça soit safe. Il y avait de la neige molle, c'était les thermiques. Qu'il n'y ait pas eu un seul saut le jour-là au-dessus de 240 et demi et même sur le week-end 242, je Mm. suis désolé, moi je suis frustré, mais comme pas possible. Il y a 4-5 ans, on a eu du 252 mètres, justement. C'est pour ça que j'ai tiqué tout à l'heure. Kobayashi, il y a 7 ans, on avait du 248. Il posait quasiment un télémarque à 248 mètres 50, Peter Preutz. On a eu Stor, on a des sauts au-delà de 245 à Planitza. Il y en a quand même eu une bonne flopée. Et là, on avait l'impression que c'était vraiment le HS, c'est le HS, au sens de toutes les saisons, quoi. De Engelberg, de Lillehammer, le HS, c'est le HS. On veut pas qu'il y ait un mètre de plus, quoi. Et côté jury et côté coach aussi, c'est ça qui m'a frustré, on va dire. Je sais pas si tu partages cette frustration. Ah, je la partage parce que il y a eu peu de sauts où on a vraiment, tu vois, vu. Parce que même les sauts longs de domaine, étant donné qu'il est tellement longtemps à 1 mètre du sol, c'est impressionnant, mais tu n'as pas ce long saut où tu penses que le mec va pas atterrir. Et ensuite, souvent d'ailleurs, c'est tellement plat que voilà, il est rapetissé sur lui-même. Enfin, tu vois, la Oui, position du sauteur. Quand on voyait des crafts qui met les bras en Jésus, l'anisec, alors c'est magnifique, hein, ils ont eu des vins, mais ça veut dire quand même qu'ils avaient de la marge. Donc je suis d'accord avec toi. Par contre, au niveau de Timizage, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et je suis pas allé dans le détail de la lecture, mais au-delà d'une stratégie de ergota, je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de Timizage. Ça pouvait être une douleur quelque part parce que pour faire du coach request à tous ces sauts, ça revient un peu à ce qu'on a vu sur Vandal et je pense que Timizage avait un problème. ça Donc, pourrait c'est pas. expliquer ou une Enfin, conséquence franchement, les de Cogeca, ça chie Villingen. fort, hein. Bah, sauf à la qualif, ce que tu as mis en exergue tout à l'heure. Il fait le Ouais, plus mais long c'est saut, il optimal là. pose, peut-être, il en a pas parlé, mais il s'est posé assis. Et c'est vrai que sur le reste du week-end, en fait, son Il a fait que des entraîneur coachs request. l'a fait descendre à chaque fois. Et bah, ça a porté ses fruits parce que bah, on peut faire une transition avec l'épreuve de dimanche, la grande finale. Team Isage s'impose. Bon, j'ai envie de dire magnifique, mais non, en fait, surtout en manche finale, il fait une coach request de deux plateformes. Il pose bien à 234 mètres, mais à ce moment-là, il y avait du vent de face tout à fait régulier, il n'y avait pas de danger. Et on nous a privé d'un saut à quoi? 242, 243. Mais tu vois
pourquoi je crois encore plus à ma théorie, c'est qu'il a même baissé la barre au saut d'essai. Au saut Ouais, d'essai, il va pas chercher, il va rien oui, chercher. Donc moi, je pense que Timizage s'est blessé au moment de la qualif avec son saut qui était du coup, peut-être un peu trop loin. Ou, enfin, il y a eu quelque chose de baisser à chaque fois systématiquement. C'est pas lié à sa performance. C'est vraiment qui. Moi, je pense que c'est ça. Après, la plateforme en elle-même, le fait que au-delà de Timizage, Timizage, c'est pas le meilleur sauteur à Planitza, c'est Stéphane Kraft. Donc que Kraft n'ait pas atteint les 245, c'est qu'il n'y avait pas assez d'élan. Donc là, clairement, tu as montré plusieurs fois, notamment sur son coach request du par équipe, là où il pourrait faire beaucoup mieux. Le dimanche, c'est un peu pareil. Il fait troisième, il fait un 238,5 de la 11. De la 11, il peut taper quand même plus de 240. Hein. Il y avait moins 5 devant. il y avait moins de vent de face, hein. Je- Dimanche, c'était une épreuve Ah oui, un mais peu moins de plus 20 face. nuageuse. Du coup, il pouvait. Oui, non, tu as Ouais. raison. Oui. Du coup, c'est Il y pour a- ça qu'ils étaient beaucoup plus hauts. ils étaient un peu plus haut. Euh, voilà, moi, donc dimanche, donc Timizage s'impose devant Anche Lanišek de 0,1 point, et donc Stefan Kraft, on va dire qu'il reste l'homme du week-end. Et Lanišek, il fait un télémarque magnifiquissime à 242 mètres, et en ayant du coup, entre guillemets, pris le risque, parce que du coup, sans avoir cette coach request par rapport à son collègue d'équipe, il a pris le risque et il est derrière de 0,1 point. Moi, j'avoue, devant ma télé à chaud, j'étais énervé en fait. Donc Zaych était cinquième de la première manche et il fait donc ce saut de coach request qui lui fait 27 points de bonus, et on sent tout de suite qu'il fait un énorme total point. Et tout de suite, j'envoie un message en disant s'il gagne avec cette stratégie-là, je vais être, je vais être furax. Et il a gagné. Je pense que dans l'esprit, Lanišek méritait plus la victoire parce que il a fait des sauts plus longs et donc des télémarques à des plus grandes distances. Parce que les coach requests pour la sécurité, pour un peu de stratégie, mais sur l'épreuve, Lanišek a fait 15 mètres de plus que Timizage. 15 mètres. C'est énorme. Ouais, mais après, il a été bien payé. Et Lanišek, il a eu 60 lors du premier saut, alors que franchement, il ne les méritait pas. Il a eu 59,5. Donc, tu peux pas. Il pouvait pas avoir plus de points de style. Donc, Non. c'est juste que l'autre a sauté de plus bas et il va plus loin. Tu fais 234 mètres de la 9. L'autre, il fait 242. Ben, je suis désolé, tu prends la compensation de Gate Factor. Ah, il est plus loin, donc non, je suis pas d'accord avec toi. S'il avait sauté de la 11, je pense qu'il l'aurait battu quand même. Donc là, en effet, le 0,1 point, mais au contraire, je trouve que les notes de la Nichek étaient peut-être sur. Enfin voilà, on peut dire hein, d'ailleurs que en nombre de 20, puisque tu m'avais dit de faire l'analyse, donc j'ai regardé. Attends, Donc, je te coupe avant, juste de faire le raisonnement inverse. Si Zaych, il part de la 11, comme les autres, tous les autres d'ailleurs de la Manche. Euh, il fait 242 mètres aussi. Sauf que, au lieu d'avoir les 19 qu'il a eu à 234 en se posant confortable, il se pose un peu plus assis. Il fait des 17, des 17 et demi. Et ben là, il gagne pas l'épreuve. oui, je vois, sur ce point-là, c'est vrai que. Mais bon, ouais. Là, j'avoue que ton Parce qu'en fait, argument, son coach, il dit, OK, mon gars aujourd'hui, alors peut-être blessé, hein, ça, il sait pas faire un télémark à 240 mètres. Donc, en gros, je lui mets des gates en moins, je le descends pour qu'il fasse un télémark à 232, 235. Et là, il le fait. Et d'ailleurs, il en fait des un peu moins beaux que les autres. Et bah, là, euh, je sais pas, en termes de mérite, euh, je trouve que c'est plus discutable. Parce que s'il avait, enfin, le saut à ski, c'est la distance et le télémark. Ça veut dire que à distance égale à longueur égale que ses concurrents, il sait pas faire le même télémark. Donc, il est moins bon, moins légitime pour gagner cette épreuve. oui, mais regarde, si l'Anichek, il avait l'Anichek à 242, il passe le point HS. Mm. Donc normalement, tu baisses d'une barre. Il sautait après, mais Ah non. si, il était cinquième de la première manche, Zaych. Il a sauté large, il a sauté Oh, quatre sauteurs avant.
J'arrive pas à trouver le truc. Non, non. En fait, en Non, gros, mais je si vois Ziyech avait ton sauté des raisonnement, mêmes mais oui, plateformes ton raisonnement, il que tient les autres, la route. il aurait C'est été vrai qu'à moins bon 0,1 près, Bon, après, les deux avaient l'air heureux, les Slovènes étaient contents. On est dans un débat un peu pour la forme. Mais je trouve que, voilà, moi, de mon point de vue, on m'enlèvera pas l'idée que c'était discutable, c'est réglementaire, mais que Planitza, c'est aussi l'amour des longs vols et que on a été un peu privé de ça ce week-end, alors que les conditions étaient correctes. tu étais privé de long vol, mais tu n'as pas été privé de vin. Tout à Et fait. donc, cette année, ont été distribués 38 vins, dont 26 à Planitza. Donc, 68% des vins ont été distribués à Planitza. On avait eu un autre concours où il y en avait 5 qui avaient été distribués, je ne sais plus exactement où. Et donc, le vainqueur des vins, c'est Anche Lanišek, puisqu'il a eu 8 vins à Planitza et donc un total de 10. Stefan Kraft a eu 7 vins à Planitza et un total de 9. Stor a eu 5 vins à Planitza et un total de 6. Et puis après, on a Kobayashi qui n'a eu que 2 vins à Planitza, mais qu'on avait eu 3. C'était au Japon, À Sapporo, ouais. Ouais, il y à avait Sapporo, où ça avait été très très bien noté. Donc voilà, Lanišek remporte la compétition des vins devant Kraft et Stor. Et d'ailleurs, c'est probablement les 3 sauteurs, si on devait montrer dans des écoles de saut, on choisirait ces 3-là plus Kobayashi. Je pense qu'il n'y a pas, ouais. pas photo sur le style vraiment parfait. On verra que dans les classements de style, c'est pas forcément eux qui sont tout en haut, mais en tout cas, c'est cette statistique-là. Et donc le dimanche permettait de conclure. Alors, une nouvelle fois, on a eu de très belles performances d'autres concurrents comme Jan Earl qui fait 5e, Ziga JLR qui revient et qui fait 6e, et puis Naoki Nakamura qui bat, je crois, oui, pendant ce concours, son record personnel, qui termine 7e. Ouais, clairement. Et c'était les sauteurs qui ont fait un bon week-end. Aussi, on avait Schneesol, à chaque fois, c'est moi qui dois le dire. Tous les week-ends, ça tombe sur moi, qui a fait des 14 et 17e et qui avait vraiment une belle position. J'avais vu passer sur Twitter quelqu'un qui disait si on lui mettait des skis Slatnar, donc c'est la marque slovène, on pourrait croire que c'est un Slovène. Et donc, sur un tremplin de vol, c'est plutôt un compliment. On a Domen Preutz qui fait 4e, là, qui a été privé du podium par Kraft. Voilà, Domen qui était un peu bas sur chacun de ses sauts, il en manquait toujours un peu. Ça, c'est côté satisfaction. Qui tu as envie de mettre on va dire, sur tout le week-end, qui tu as envie de mettre en avant comme un peu déception? C'est un peu dur parce qu'on est sur des tremplins de vol, donc c'est pas les mêmes compétiteurs qu'on devrait voir en haut, mais j'ai trouvé Marcus Eichenbichler et Karl Geiger un peu en dedans, même Andreas Wellinger, donc je dirais globalement l'équipe allemande et puis Fettner. Ouais, donc, c'est bien, j'avais mis Allemagne transparente sur mon conducteur, donc on se rejoint là-dessus. Et, euh, et notre Halvor Egner Granerud aussi, quand même. Aucun podium sur le week-end, c'est pas. Et puis aucun saut qui faisait autant s'enthousiasmer que Kraft et les Slovènes. Il était un peu en retrait, il était fatigué. Ouais, Granerud, je pense que on arrive à la fin d'une saison qui pour lui était vraiment compliquée parce que Kubaski n'a du coup pas participé à la fin. Kraft, il n'était pas toujours au top avant le mois de mars. Reich plutôt sur les championnats du monde et ici. Et Anche, il a eu un gros trou pendant le milieu de saison. Donc je pense que Granerud, là, il est arrivé un peu comme Piotr Joua. Ça faisait un peu trop de week-end. Donc un peu en dessous, mais ça n'enlève pas que sur la globalité, ce sera le meilleur sauteur de la saison et on reviendra sur son excellente année. Mais quand même, Granerud, il arrive avec 60 points d'avance sur Kraft au globe du vol à ski après Vikersund. Et c'est quand même l'Autrichien qui est reparti avec le globe. C'est pas rien. Oui, Stefan Kraft qui remporte le Globe avec 480 points, Granerud 450 points. D'ailleurs, jusqu'à la finale, Granerud avait encore 10 points d'avance, mais il fait 13e alors que Kraft fait 3e. Troisième, on retrouve Ansel Lanišek, quatrième, Tim Izaj, cinquième, Domen Preutz. Donc vraiment,
les 5 sauteurs qu'on avait mentionnés comme les meilleurs voleurs de la saison. Donc peu de surprises sur ces sauteurs-là et mérité de la part de Kraft de remporter ce trophée. Et d'ailleurs, c'est le seul trophée qui échappe à Granerud, hormis championnat du monde, bien sûr, où on a Piotr qui s'est imposé et c'est qui le champion du monde Bah, Zaïch, justement. Timmy. Ouais. Mais c'est vrai que, donc, oui, si sur les épreuves régulières de la Coupe du Monde, Granerud, il gagne le globe de cristal, la tournée, l'Euro Air, et donc il y avait ce globe de vol. C'est vrai que ça aurait été sympa pour la stat, on va dire. Mais dès le premier saut, en fait, dimanche, il est 23e de la première manche. Et donc il a perdu, dès son premier saut, il avait perdu ce globe face à Kraft. Je pense que ça n'empêchera pas de dormir. Et Kraft qu'on a profité pour gagner le fameux Planitza 7, qui est en fait, ce week-end était un Planitza 6, vu qu'il y a eu qu'une manche à l'épreuve de vendredi, samedi. Et donc Kraft qui était vraiment l'homme du week-end, tous les sauts du week-end, que ce soit qualif et par équipe qui étaient incorporés dans le classement devant Lanišek et Zaïch, et Granerud et Prevec et Earl qu'on retrouve toujours 5-6e sur tout le week-end. Voilà, c'était vraiment les noms qui sont toujours revenus. Euh, c'est donc Donc voilà pour cet excellent week-end. Et puis donc la Coupe du Monde s'est achevée aussi sur cette épreuve. On reviendra en détail sur les classements. Il y a eu quelques mini-changements à la suite des deux épreuves, donc notamment Timi Zajc qui termine à une belle 8e place et Fettner qui sauve sa 10e place car Karl Geiger n'a pas réussi à lui passer devant. ouais, dans la course C'est d'escargot, ouais. Et- la course d'escargot entre les deux. Et malheureusement pour David Kubaski, il termine 4e. On l'a vu, hein, les très bons résultats de Lanišek et de Kraft ont eu raison de lui. Et un très très beau geste de Hanse Lanišek sur le podium qui a ramené une pancarte à l'effigie de David Kubaski. Tu m'as partagé, et je t'en remercie, l'article traduit du polonais où David dit il a lâché quelques larmes avec sa femme à la suite de semaines difficiles pour elle et disons qu'il repartira, et j'en suis sûr, David Kubaski terminera sur le podium de la Coupe du Monde, mais un très beau geste d'Hanse Lanišek qui a un peu volé sa 3e place à Kubaski. Je ne suis pas certain que Kraft n'aurait pas doublé Kubaski, je ne sais pas. Je pense que Il y a Kraft 200 points l'aurait d'écart. doublé, il y avait trop de Volaski. Lanišek, il y aurait eu bagarre, mais Lanišek, il a dit en interview, non, il a envoyé un message, bon, donc c'est ce qu'il raconte à Kubaki en disant euh, notre compétition s'arrête à partir du moment où tu n'es plus là, elle a plus aucun sens, à partir du moment où tu n'es plus présent. Et donc, c'est vrai que cette pancarte, du coup, à l'échelle 1-1, à la forme de David Kubaki sur le podium, c'était incroyable. C'est le plus gros moment d'émotion de la saison, je pense. Sachant qu'en plus, la médaille de 3e du général, il l'a glissée autour de la pancarte. Enfin, et Lanišek pleurait en fait de lui-même de ce qu'il faisait, tellement c'était beau. Et tous les médias polonais ont été dithyrambiques, l'ont remercié. Voilà. En plus, comme Kubaki, donc il communique lui-même hein, sur l'état de santé de sa femme, qui s'améliore vraiment bien. On va dire que c'est vraiment le happy end, plein d'émotions de la saison. Et ça montre un peu cliché, mais voilà, tout le monde se dit la ski jumping family, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde se respecte, ils sont compétiteurs sur le tremplin, mais ils se respectent dans la vie et ça fait plaisir de voir cette atmosphère vertueuse. Exactement. Et donc, voilà, cela clôt la saison de saut à ski hein, qui avait démarré le samedi 5 novembre et s'est terminé le dimanche 2 avril. Donc, quasiment une demi-année à sauter. Et donc, on vous retrouvera comme prévu avec des épisodes spéciaux. Je crois que tu as fait une petite vidéo sur Instagram en guise de teaser. On va essayer de vous garder au chaud pendant une bonne partie des mois d'avril et de mai
de telle sorte à se préparer à la nouvelle saison qui démarrera rapidement avec les Grands Prix d'été et, comme on l'avait dit la semaine dernière, les jeunes de l'Alpen qui ressautent dès le mois de juin. Et donc on a été ravis en tout cas de suivre cette première année du podcast avec vous. Ouais, c'est vrai que c'était quand on s'est lancé mi-novembre, on savait pas vers quoi on allait. Et est-ce qu'on allait se lasser avec quasiment, comme tu l'as dit, une demi-année? Et je parle en notre nom à tous les deux, je crois qu'on s'est pas lassé du tout et on s'est même vraiment pris au jeu de suivre ces champions, ces championnes. La Coupe du Monde féminine était passionnante, le combiné homme-femme avec des Français, des Françaises, les compétitions des catégories inférieures, mais qui nous montrent les talents de demain, dont on continuera de parler. C'était vraiment très très enthousiasmant. On espère que ça vous a plu. Nous, c'était incroyable. Et effectivement, la saison est finie pour les sauteurs. Ils ont bien mérité de se reposer. Mais nous, on a encore plein d'énergie pour les prochains épisodes. En tout cas, Will, c'était vraiment un énorme plaisir. On se retrouve très bientôt et merci à toi de t'être lancé dans cette aventure avec moi. Écoute, c'était un plaisir et en effet, on vous prépare quelques épisodes spéciaux. N'hésitez pas à laisser des messages où vous voulez sur les réseaux si vous avez des choses particulières que vous souhaitez que l'on couvre, des questions, des statistiques. Il y en aura pour tout le monde. Il y aura même des awards. Et puis, on se retrouve, alors peut-être pas le lundi, hein, on vous fera signe sur les réseaux pour vous dire quand est-ce qu'on enregistrera, mais en tout cas, ce sera disponible sur les plateformes. On essaiera de vous en faire un par semaine pour que vous gardiez la forme avec du saut à ski. Et malgré la neige, on continuera à analyser les saisons de saut à ski et de combiné nordique. Au revoir à tous. Au revoir, merci.